Bonjour Sylvie Detiola. Bonjour. Vous avez fondé l'Institut Suisse des Sciences Noétiques, dit ISNOE. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, l'Institut Suisse des Sciences Noétiques, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui s'intéresse aux phénomènes liés à la conscience. Donc, ce qu'on appelle les états modifiés de conscience dits non ordinaires, dont par exemple les expériences de mort imminente ou les sorties hors du corps. Vous avez fondé cette fondation en quelle année? Alors, en fait, moi j'ai commencé il y a maintenant près de 17 ans, c'était en 1999, Oui. et j'ai créé une association qui s'appelait Noesis à l'époque, qui était spécialement intéressée dans les expériences de mort imminente. Et puis peu à peu, j'ai élargi le champ de mes recherches à l'ensemble des états modifiés de conscience, parce que j'étais confrontée à des témoignages très polymorphes, on va dire. Et puis ça a continué comme ça jusqu'en 2012. Et là, en 2012, on a fusionné avec une fondation qui s'appelait la Fondation Odier de psychophysique, Oui. qui s'intéressait aux phénomènes aussi hors normes de l'esprit. Et là, on a changé de nom, en fait. On est devenu l'Institut Suisse des Sciences Noétiques. Pourquoi avoir créé cette fondation? Pourquoi on crée une fondation comme ça? Alors au départ, c'est une bonne question. Moi, on va dire depuis très jeune, je me suis vraiment posé des questions plutôt d'ordre existentiel. Et puis très vite, je me suis tournée vers la science en espérant trouver des réponses. Après m'être intéressée à différentes sciences, je suis devenue donc biologiste moléculaire, qui est une science quand même très carrée. Parce que vous êtes docteur en biologie moléculaire. Docteur en biologie moléculaire, exactement. Donc une spécialisation dans ce domaine-là. Et puis, voilà, ça ne répondait pas à mes questions, ça c'est certain, mais bon, c'est un sujet qui me passionnait. Et puis un jour, en fait, je suis tombée sur un livre qui traitait des expériences de mort imminente, c'était La Source Noire de Patrice Van Hersel. Et pour moi, c'était un véritable déclic. C'était que tout d'un coup, alors déjà, j'ai eu un sentiment assez étonnant de familiarité avec ces phénomènes. J'avais l'impression que je les connaissais alors que j'en avais jamais entendu parler. Ça a vraiment résonné. Et puis, tout de suite, j'ai vu là le moyen de concilier ce questionnement existentiel et puis cette démarche scientifique qui faisait vraiment partie de moi. Donc, j'avais vraiment cette envie d'allier ces deux parties. Vous-même, vous avez déjà vécu des expériences? Alors à l'époque, j'en ai vécu quand j'étais vraiment jeune, début de l'adolescence, mais des choses très simples, plutôt des états méditatifs spontanés, des choses comme ça. Et puis après, avec les études, j'ai dû mettre pas mal de barrières, tout ça, je suis devenue vraiment très rationnelle, tout ça a été bien contenu. Et puis en m'intéressant à tout ça, petit à petit, voilà, il y a des choses qui se sont passées. Donc depuis, oui, j'ai vécu pas mal d'expériences, mais pas des expériences de type expérience de mort imminente, pas des choses aussi spectaculaires. Mais dès qu'on s'intéresse à ces phénomènes, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre et on se met à vivre certaines choses. Ouais. J'imagine que vous avez vu passer du monde depuis toutes ces années. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vit des expériences ou mort imminente, n'importe quelle expérience? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vit des choses dites extraordinaires? Alors je dirais que moi, c'est une des choses qui m'a vraiment interpellée, c'est de me rendre compte que c'est des phénomènes qui concernaient beaucoup de gens, beaucoup plus que ce que j'imaginais quand j'ai commencé. Alors après, c'est difficile de faire une évaluation, on n'a pas les moyens, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Il y a des études, par exemple, pour les expériences de mort imminente, on sait que ça doit concerner entre peut-être à peu près 20%, entre 10 et 20% des personnes qui sont réanimées suite à un arrêt cardiaque. Il y a certains sondages qui ont estimé que 4% de la population mondiale aurait déjà vécu une expérience de type NDE. Il y a des études pour les sorties hors du corps aussi qui parlent de 10% de la population qui aurait déjà vécu ce sentiment de se trouver à l'extérieur de son corps physique. Maintenant, c'est vrai que nous, on est confrontés à des phénomènes encore plus variés que ça. Et si on combinait toutes ces personnes, je pense qu'on atteindrait facilement, moi je dirais 30% de la population qui vit. Et peut-être plus. C'est vrai que c'est difficile de se rendre compte, mais moi ce qui m'a toujours étonnée, c'est que maintenant quand j'arrive quelque part ou que je vais dans une soirée et que j'en parle, spontanément les gens me demandent ce que je fais, il y a toujours une ou deux personnes qui viennent en disant « Ah mais moi j'ai vécu ça, j'en ai jamais parlé ». Et on se rend compte que finalement, voilà,
il y a toujours la parole qui n'est pas libre et les gens n'osent pas encore en parler, on en parle plus. Il y a certains phénomènes dont on ose plus parler, comme les expériences de mort imminente, mais en plus c'est selon les milieux, hein, selon la profession. Les gens me disent mais moi c'est impossible, je ne peux pas en parler. Et voilà, ce serait intéressant vraiment de pouvoir faire un sondage pour avoir une vision plus claire, mais ça concerne beaucoup de gens, c'est tout ce que je peux dire. Donc ça c'est à cause du tabou. C'est pour ça que les gens n'osent pas en parler. Si ça se trouve, on est peut-être 60%. Voilà, c'est ça. Parce que je pense que si on considère vraiment toutes les personnes qui ont simplement eu une fois dans leur vie un sentiment, un phénomène de télépathie ou un phénomène d'intuition très très forte ou de quelque chose de cet ordre, là je pense qu'on atteint vraiment des pourcentages très élevés. Moi je pensais juste à des phénomènes assez particuliers, des expériences assez typiques, mais simplement toutes ces petites choses qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle le paranormal ou qui sont de l'ordre de ces perceptions élargies, ça je pense que quasiment tout le monde en a vécu. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer dans les séances que vous organisez à Isnoé, où des personnes se réunissent pour pouvoir parler de leur expérience, et je crois avoir vu des médecins, si je ne me trompe pas. Alors ma question est, où en est la médecine? Donc on est en Suisse, donc en Suisse avec les phénomènes dits paranormaux. Alors moi ce que je peux dire c'est que en 20 ans, ça fait à peu près 20 ans que je m'intéresse à tout ça, il y a eu quand même une ouverture, il y a eu pas mal de changements. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand j'essayais de parler de ça avec des médecins, il y avait beaucoup de méfiance, il y avait parfois un peu d'agressivité. Enfin, on était vite catalogué comme farfelu ou quelqu'un de pas très sérieux si on s'intéressait à ces phénomènes-là. Maintenant, on peut vraiment avoir une discussion. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment un échange, il y a des arguments. Les médecins en tout cas, en ce qui concerne les expériences de mort imminente, ont vraiment accepté ce phénomène. Il est digne d'intérêt, donc on peut en parler. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de médecins qui s'intéressent à ça. Alors ils n'osent pas forcément le dire, mais c'est vrai que souvent en aparté, moi ils me disent que c'est des choses qui les intéressent. Donc l'intérêt est là, il est grandissant, et je pense que ça c'est très important pour les recherches futures, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où la recherche va vraiment s'organiser et se développer. C'est encore timide, mais je pense que c'est vraiment il y a un bon espoir de ce côté-là. Maintenant, pour tous les autres phénomènes, il y a une très mauvaise connaissance. On a fait des progrès pour les NDE, mais pour le reste, il y a encore une mauvaise connaissance et c'est encore trop souvent considéré comme des phénomènes pathologiques. Donc ça, c'est le gros souci. Donc c'est vrai que nous, on essaie de faire beaucoup d'informations dans les milieux médicaux pour simplement qu'ils puissent de temps en temps adopter un autre angle et se rendre compte que souvent ces phénomènes, même s'ils peuvent être très perturbants, sont souvent source de meilleure connaissance de soi et d'épanouissement une fois qu'ils sont acceptés, intégrés. Donc nous, on essaie vraiment de faire passer ce message-là qui n'est pas toujours facile à entendre pour les médecins. Mais c'est vrai que, pour rebondir, c'est vrai qu'on organise aussi ici maintenant des réunions pour les thérapeutes, et on a quand même une cinquantaine de médecins qui sont inscrits, ou de psychologues aussi, psychiatres, même d'infirmiers, donc de professionnels de la santé, qui sont intéressés à pouvoir discuter de cas cliniques ensemble. C'est super ça. Et voilà. C'est un pas en avant. Ça c'est énorme. Il y a 15-20 ans, ça n'aurait pas été possible, ça c'est sûr. Et dans les hôpitaux, donc on est à Genève, moi j'ai entendu parler que, par exemple, au Grand Brûlé, on contacte des guérisseurs. C'est vrai tout ça? Ça c'est vrai, c'est vrai. Ils ont, dans les services de soins intensifs, ils ont la liste des coupeurs de feu, des guérisseurs. Alors ce que j'ai entendu dire, en tout cas à Genève, c'est que ce n'est pas les médecins qui vont faire la démarche, mais voilà, ils donnent leur accord et c'est souvent les infirmiers, les infirmières qui vont elles-mêmes appeler les coupeurs de feu, dans le cas des grands brûlés, et ils obtiennent des résultats. C'est-à-dire qu'ils commencent à se rendre compte qu'il y a un moment où, effectivement, on ne peut pas expliquer les choses, mais il y a un intérêt pour leurs patients. Donc il y a cette intelligence de se dire, on fait tout ce qu'on peut faire. C'est ça aussi, il y a un moment où il y a tellement de cas, il y a tellement d'anecdotes, et puis une fois qu'ils ont pu le vérifier par eux-mêmes, ça fait beaucoup changer les choses. Ouais. Bon, on espère que ça va encore grandir. Moi, j'en suis convaincue. Alors, c'est vrai que je pense que j'étais moins... Il y a encore quelques années, j'étais moins positive. Mais c'est vrai que maintenant, je pense qu'il faut juste être patient. Mais je pense qu'il y aura vraiment il y aura un tournant dans la médecine qui va vraiment s'allier avec les médecines alternatives, avec les guérisseurs et ce genre de choses.
C'est déjà le cas, plus le cas par exemple aux États-Unis. On est toujours en retard par rapport à eux, donc ça viendra, mais il faut être patient. Alors, on se réjouit de tout ça. Y a-t-il un témoignage qui vous a le plus marqué durant toutes ces années? Alors c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'il y a plein de témoignages qui m'ont énormément marqué. Pas forcément les mêmes au cours du temps. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé avec les expériences de mort imminente, il y a certains témoignages qui étaient tellement forts. Il y a l'émotion aussi qui se dégage quand les gens le racontent. C'est souvent ça qui est presque le plus beau. C'est pas forcément le contenu, mais c'est ce que les gens dégagent au moment où ils vous racontent, ils vous parlent de cette lumière et ce qu'ils ont ressenti. Ça, c'est très communicatif dans ces moments-là. Et puis après, j'ai découvert d'autres témoignages dont j'avais encore moins entendu parler, qui m'ont complètement bluffé. Et puis au fil du temps, il y en a eu d'autres, donc ce serait très difficile. Et puis, ce dont je me suis rendu compte, c'est ça, c'est qu'il y a même si on retrouve par exemple dans les NDE, il y a des points communs, il y a des éléments qu'on retrouve, chaque témoignage est toujours complètement unique et va vraiment être le reflet de ce qu'est la personne et les mots qu'elle va employer pour en parler, justement l'émotion qui va se dégager, font que voilà, il y a des moments uniques qui se passent et je ne pourrais pas finalement en sortir un, en mettre un plus en évidence qu'un autre. Vous avez écrit un bouquin sur les états modifiés de la conscience. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce premier bouquin? Alors ce premier livre, on l'a écrit donc après 10-12 ans de travail. C'était vraiment le moyen de faire un premier bilan de notre travail. On présente en fait les différents états modifiés de conscience auxquels on a été confrontés. Ce qu'on voulait, c'était montrer la diversité, parce que souvent il y a des livres sur les NDE, il y a des livres sur les sorties de corps, il y a des livres sur les réveils de Kundalini. Nous, on voulait vraiment montrer tous les phénomènes auxquels on avait été confrontés, et puis aussi montrer qu'il y a une essence commune en fait, qu'on peut retrouver des éléments communs dans tous ces phénomènes qui donnent l'impression qu'on parle de la même chose. Au-delà de la phénoménologie, tous ces témoins parlent de la même chose. Donc c'était un petit peu ce qu'on voulait montrer. C'est un peu une étude phénoménologique comparative qu'on a fait dans ce premier livre, en tout cas dans la première moitié. Et puis dans la deuxième, on a parlé de tout le travail plus psychologique, psychothérapeutique qu'on fait, puisqu'ici c'est aussi un centre où on suit, on accompagne des personnes qui sont confrontées à ces phénomènes, où on les aide à les intégrer. Alors des fois c'est des expériences uniques, puis des fois c'est des gens, souvent d'ailleurs, il y a une première expérience, puis une deuxième, puis une troisième, donc on va les suivre sur la durée pour les aider à être... à garder les pieds sur terre, on va dire aussi, parce que des fois c'est quand même assez... Parce que vous avez beaucoup de personnes qui arrivent, je crois, dans des états un peu chamboulés au début. Alors oui, c'est vrai que, par exemple, dans les expériences de mort imminente, on parle souvent des conséquences positives de ces phénomènes. Et puis moi, ce qui m'avait frappé quand j'ai commencé, c'est que, pas au contraire, mais en tout cas, j'étais confrontée avec beaucoup de gens qui étaient très très perturbés et parfois même traumatisés par leurs expériences, dans la mesure où justement elles n'arrivaient pas à l'intégrer, à reprendre le cours normal de leur vie. Et donc c'est pour ça que je me suis associée d'ailleurs avec un psychothérapeute, Claude Charles Fourier. Et ensemble, on a vraiment travaillé sur la meilleure façon d'accompagner ces gens. Mais c'est vrai qu'on a une vision, des fois on nous dit oui, mais vous présentez les NDE comme quelque chose de négatif. C'est pas vrai. C'est juste que c'est net que les gens qui s'adressent à nous, c'est plutôt des gens qui ne vont pas bien. En général, ils savent qu'ici, ils peuvent trouver de l'aide. Ouais. Et alors il y a les NDE, puis il y a tous les autres phénomènes, et des fois il y en a certains qui peuvent être très difficiles, et il y a des gens qui peuvent vraiment perdre pied. Il y a un moment où on peut vraiment basculer même dans des dérèglements psychiques, selon on va dire la fragilité psychique de la personne ou de ses antécédents. Si elle n'est pas accompagnée ou mal accompagnée, ou si elle va avoir un mauvais diagnostic, nous on récupère des gens qui ont été voir des psychiatres, à qui on a mis l'étiquette de psychotique ou de schizophrène, qui ne le sont pas, ou qui l'ont été momentanément, on va dire, mais qui peuvent, avec un bon accompagnement, être ramenés justement les pieds sur terre et reprendre une vie normale. Donc on présente un petit peu tout ce travail à travers des cas concrets pour montrer que malgré les apparences, on peut vivre des choses vraiment très très perturbantes, mais sans que ce soit pathologique. La plupart des personnes, je pense qu'elles finissent bien quand même. La plupart des cas que vous avez. Alors oui, heureusement, les gens avec qui on travaille, ça vont bien. Mais c'est vrai qu'on
par exemple, on a, j'aime pas le mot récupérer, mais c'est un Oui. peu des gens qui sortaient d'hôpitaux psychiatriques et qui avaient passé 1 an. Il y a même une personne qui avait eu des électrochocs, des neuroleptiques. Ça laisse des séquelles, des choses comme ça. Et c'est dramatique de se dire qu'à notre époque, au XXIe siècle, on a encore des traitements aussi lourds, simplement parce qu'on ne comprend pas ce que ces gens vivent. Et c'est des gens qui finalement ont arrêté de dire, parce qu'en plus ces traitements n'éliminent pas les phénomènes. Donc ils ont simplement arrêté de dire qu'ils les vivaient, et puis c'est des gens qu'on laisse ressortir. Donc il y a encore des histoires qu'on nous raconte, des adolescents aussi qui sont mal pris en charge, et il y a des vies qui peuvent être bousillées comme ça. Donc ça c'est quelque chose que je trouve encore très douloureux et sur lequel on aimerait bien vraiment pouvoir faire avancer les choses. Vous êtes sur l'écriture d'un 2e bouquin Ouais. qui sortira prochainement, Au mois de juin au mois de juin 2016. 2016. Vous avez étudié un cas précis, je crois, qui s'appelle Nicolas. Ouais. Pouvez-vous nous en parler? Oui, alors Nicolas, c'est notre chouchou un peu. En fait, dans ce livre, on raconte justement vraiment, c'est une aventure à 3. En fait, on l'a rencontré en 2006. À l'époque, c'était un tout jeune homme, il avait 24 ans. C'est quelqu'un qui vit des phénomènes de sortie hors du corps depuis qu'il est tout petit. Et à l'époque, il s'est spontanément présenté à nous pour faire partie de nos programmes de recherche, puisqu'on a un programme pour étudier justement scientifiquement les phénomènes de décorporation. Et voilà, dans ce livre, donc, on raconte tout le cheminement qu'on a fait pendant 8 ans avec lui, où on a fait donc un certain nombre d'expériences vraiment scientifiques. On a essayé d'étudier dans un cadre contrôlé en fait ces phénomènes de sortie hors du corps pour pouvoir vérifier, valider la réalité de ces expériences. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand on a étudié ça, lui, le fait d'être accompagné, ça a déclenché, c'est comme s'il a ouvert la porte à d'autres phénomènes. Donc il a vécu plein d'autres phénomènes pendant ces 8 années, très perturbants parfois, très surprenants. Alors là, il y a eu des expériences qui nous ont beaucoup, qu'on n'avait jamais entendues, et qui ont été vraiment très intéressantes pour nous. Et donc voilà, on a fait ce travail, on a étudié, on a avancé. Lui, il a beaucoup changé au fur et à mesure de ces années. Nous aussi, on a changé. Donc c'est vraiment un livre à 3, où on raconte toutes les réflexions, toutes les hypothèses, tout ce que ça nous a permis de mieux comprendre sur ce qu'est la conscience en fait. Donc on finit sur, on essaye de cerner un petit peu mieux ce qu'est cette conscience. Pouvez-vous nous expliquer exactement qu'est-ce qu'il est, Nicolas? Vous avez parlé d'expansion de conscience? Alors, il y a différents phénomènes justement dans les... dès que la conscience n'est plus simplement dans le corps, elle peut avoir vraiment on a cette sensation en tout cas, hein, que la conscience peut sortir du corps, se délocaliser, ça c'est ce qu'on appelle la sortie hors du corps. Et puis il y a d'autres phénomènes qu'on appelle des phénomènes d'expansion de conscience, où la personne n'a pas forcément la sensation de sortir, mais sa conscience peut s'étendre au-delà des limites du corps, peut aller s'identifier à un autre support. Ça peut être, alors dans le cas de Nicolas, ça peut être un autre support physique, puisqu'il a pu se retrouver dans le corps d'autres personnes. Ça peut être un corps d'un animal, ça peut être un corps, ça peut être une table, ça peut être à peu près n'importe quoi. Ou alors ça peut être des phénomènes d'expansion qui englobent la Terre, la galaxie, l'univers, enfin vraiment jusqu'à atteindre le sentiment d'être tout. Donc ça, c'est des expériences qui sont très puissantes et qui impliquent vraiment un changement profond ensuite dans la vision que la personne a de la réalité, du monde qui l'entoure et d'elle-même. Ça débouche vraiment sur des questionnements très intéressants. Je crois que j'avais vu un reportage sur Nicolas. Nicolas, si je ne me trompe pas, donc arrive à sortir de son corps et à aller voir par exemple ce qui se passe dans la boulangerie en bas. Oui, alors il y a eu un fameux documentaire qui était passé en Suisse il y a 3 ans maintenant. En fait, c'était amusant, c'était une équipe qui voulait qu'on mette en scène une expérience de sortir du corps avec Nicolas. Et nous, on s'y était refusés parce que déjà, c'était une procédure qui était très compliquée à mettre en place. Il y avait vraiment un accompagnement psychologique pour que Nicolas se sente en confiance. On ne voulait pas
tout bousillé, entre guillemets, pour les besoins de la télé, ça valait pas le coup. Et puis voilà, la télé, la recherche spectacle, ça nous plaisait pas. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont ils ont demandé d'interviewer Nicolas, ils l'ont fait ici, et puis ensuite ils ont été le voir chez lui à Lyon. Et là, pendant l'interview, ils lui ont demandé de faire une sortie de corps et d'aller voir ce qui se passait dans la boulangerie. Et heureusement, alors Nicolas n'a pas perdu ses moyens. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas fait une sortie de corps, il a fait une vision à distance, parce que c'est aussi un des phénomènes qu'il maîtrise. Et donc il a été effectivement voir ce qui se passait dans la boulangerie qui était à une centaine de mètres, je crois, où l'équipe de télé avait posté un collaborateur en fait, qui était là avec un appareil photo, qui avait une oreillette, qui écoutait ce que Nicolas disait, qui prenait des photos. Et Nicolas a mentionné 3 éléments dans cette boulangerie, notamment le nombre de personnes qui étaient présentes, une caisse à pain qui était tombée sur le carrelage à l'entrée du laboratoire de la boulangerie, et puis aussi les boucles d'oreilles de la boulangère, la vendeuse, qui ensuite a dit à l'équipe télé que c'était le premier jour où elle les portait, donc Nicolas ne pouvait pas les connaître, où il a décrit c'était une encre de bateau. Donc ça, c'est vrai que ça avait quand même beaucoup interpellé l'équipe de télé, et nous on était très contents parce qu'il avait passé ce test, on n'était pas au courant, mais on s'est fait des sueurs froides a posteriori. Beau témoignage en tout cas, ce qu'il a fait Nicolas. Ouais, non, il est vraiment fort. Nicolas a beaucoup de capacités. On se réjouit de découvrir ce deuxième bouquin alors. Ah ouais, je pense que... enfin, nous, on pense qu'il est vraiment intéressant. Mais je suis sûre qu'il est intéressant. On l'a vraiment raconté comme une histoire, au jour le jour, avec les... Voilà. Super, en tout cas chez Éveil TV, on se réjouit de le lire. Merci. Je suis assise dans un engin un peu bizarre. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est, Sylvie, cet engin? Alors, vous êtes assis dans une capsule d'immersion sensorielle qui s'appelle Isis, qui est un outil qui est développé par Hugo Söder, qui a une société qui s'appelle MediRelax, et qui nous a mis à disposition cette capsule pour nos recherches. On peut y faire différentes choses dans cette capsule en fait. On peut faire de la relaxation simplement. Donc c'est un milieu protégé, hein, on la ferme, on est assis couché dans une position très ergonomique dans le noir. Et puis il y a de la musique qui est diffusée à partir de l'extrémité de la capsule. Donc on va ressentir les ondes sonores en fait. Donc si on est sensible à tout ce qui est énergie, ça fait une sorte de massage sonore qui est extrêmement agréable et qui reconnecte les gens avec leur corps. Donc nous on l'utilise aussi pour initier les gens à la méditation, puisqu'on travaille beaucoup avec la méditation, la relaxation. Et pour certaines personnes c'est un peu abstrait, parce que c'est justement se reconnecter avec son corps, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc on peut l'utiliser simplement comme ça pour se relaxer, pour méditer. Et puis ensuite, selon les musiques qu'on va utiliser, les sons qu'on utilise, on peut créer alors des états modifiés de conscience plus ou moins profonds, on va dire. Bon, il y a des gens qui ont une capacité à partir facilement. Voilà, ils sont couchés dans le noir. En gros, on a presque à peine besoin de mettre de la musique et ils s'en vont. Et puis, mais voilà, on l'utilise aussi pour des recherches. On a fait deux, trois tests avec ça. On aimerait en faire plus d'ailleurs. On manque de temps, mais on peut faire des choses très très intéressantes. Pour quelqu'un qui serait novice, ça peut le faire? Alors oui, bien sûr. Au contraire, c'est même pour les gens qui ont aucune expérience de tout ça. C'est vraiment très doux. Ça peut faire peur aux gens. Il y a les gens qui sont claustro pensent que voilà. Mais en fait non. Moi, je suis un peu claustro et vraiment il y a de l'espace à l'intérieur de cette capsule. Et puis on peut l'ouvrir à n'importe quel moment. Il n'y a pas de dispositif qui s'enclenche. On peut ouvrir la porte, on peut le faire soi-même. Et puis au bout d'un moment, de 20 minutes, il y a quand même un petit filet de lumière qui arrive. Donc on n'est pas non plus complètement dans le noir. Donc vraiment, il n'y a aucune inquiétude à avoir, c'est très soft. Et puis après, voilà, on ne va pas utiliser des musiques perturbantes avec des gens qui viennent juste pour essayer. Ça, c'est pour les recherches et c'est autre chose. Mais sinon, on ne met que des musiques très agréables. Les gens peuvent venir avec leur propre musique. C'est à Genève. Hein. C'est à Genève. C'est disponible tout à fait. C'est à Genève dans nos locaux. Et je crois que c'est assez rare ces capsules. Moi, j'en ai jamais vu à part chez vous. Alors, je ne crois pas qu'à Genève, c'est la seule. Il y en a une à Montreux.
Et puis voilà, il faudrait demander à Hugo Söder où sont les autres, mais voilà, lui il les commercialise, donc il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que c'est pas courant. En tout cas. Bon, ben, je viendrai tester. Ah oui, il faut. Merci Sylvie pour cette interview. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.